Un espèce de personnage géant dans le ciel crie à Zhang Daoling qu'il est fini. Il lui dit qu'il lui suffit de transmettre le Tai Chi et il sera épargné. Un peu plus loin, on voit justement Zhang Daoling qui est en train de s'enfuir. L'épargner de la mort, impossible. Ils ne sont que des lâches utilisant des paroles pour l'appâter. Cette pierre d'esprit est un cadeau de son maître. Au même moment, on voit une espèce de fleur qui est en train de se créer sur son front. C'est une arme qui peut le rendre surpuissant. Quand il l'active, il développe une force impressionnante. Les autres personnes qui le regardent à côté n'arrivent pas à y croire. Qu'est-ce que Zhang Daoling compte faire ? Zhang Daoling annonce que s'il venait à ne pas être assez puissant aujourd'hui, il abandonnerait sa pierre d'esprit au gagnant. Mais peu importe. Ils ont osé lui tendre un piège avec leur fils pour le distraire. Ils sont tous méprisables et honteux. Toutes les personnes à sa poursuite lui demandent s'il a perdu la tête. Est-ce qu'il compte vraiment brûler son esprit primordial ? Cette situation l'amuse. On dirait qu'il n'a plus le choix. Ils sont tous en train de l'attaquer. 3 contre 1. Ils se disent de se dépêcher et de ne pas lui laisser la moindre opportunité de s'enfuir. Zhang Daoling se fait attacher avec tous les lassos des différentes personnes à sa poursuite. Les ennemis de Zhang Daoling connaissent bien leur stratégie. Ils doivent simplement se retenir jusqu'à ce qu'ils détruisent son esprit primordial. Ensuite, le Tai Chi reviendra. Mais Zhang Daoling commence à rire. Même s'il est attaché, il n'est pas prêt d'abandonner. Il s'adresse à son maître. Il a bien peur que son disciple ne puisse pas rentrer ce soir. Peu importe, il n'apportera pas la honte sur son maître et va tuer ces bâtards prétentieux. Petit à petit, on voit Zhang Daoling déchaîner une puissance incroyable. Ses ennemis remarquent que le portail a été ouvert. S'ils s'approchent trop, leur âme sera détruite et ils ne pourront plus se réincarner. Ils se dépêchent tous de fuir. Mais alors qu'ils sont dans la direction opposée, l'un d'entre eux n'arrive pas à s'en aller. Ses alliés veulent l'aider, mais ils vont se faire aspirer. Il crie à Zhang Daoling qu'en ouvrant ce portail, il n'y survivra pas non plus. Mais Zhang Daoling se moque de ne pas survivre. Il s'en fout, tant que ses ennemis meurent, ça en vaut la peine. Zhang Daoling a vécu sa vie entière de cette façon. Comment pourrait-il être intimidé par des personnes aussi faibles ? Ses ennemis commencent à crier et ils appellent à l'aide. Ils ne veulent pas mourir ici. Mais Zhang Daoling est résigné. Avant de se faire aspirer, il pense une dernière fois à quelqu'un. Xianger. Si c'était elle qui l'avait invité, ça aurait été génial. C'est triste, mais alors qu'il ferme les yeux et s'apprête à partir, quelqu'un crie son nom. Quand il réouvre les yeux, il voit que c'est Xianger. Que fait-elle ici ? On s'aperçoit qu'elle a une espèce de sphère dans les mains et elle la lance vers Zhang Daoling. Quand Zhang Daoling la reçoit, il est choqué. Elle a utilisé son esprit primordial pour contenir l'explosion de sa pierre d'esprit. Mais que fait-elle ici ? Zhang Daoling lui dit de partir. Mais malheureusement, sans pierre d'esprit, son âme sera détruite. Xianger lui dit qu'il a finalement gagné la fameuse pierre. Il peut désormais devenir immortel. Cependant, maintenant, c'est fini pour elle. Elle n'a même pas le temps de finir sa phrase qu'elle est détruite par un choc énorme. Elle a totalement perdu conscience, mais Zhang Daoling continue de crier son nom. Il fonce vers elle et essaie de la rattraper, mais c'est trop tard. Elle commence petit à petit à disparaître. Il hurle, mais rien n'y fait. Soudainement, quand il rouvre les yeux, il remarque que le son de sa voix est différent. Quoi ? Un nouveau-né ? Zhang Daoling se rend compte qu'il a été réincarné dans un nouveau corps. Sa nouvelle mère demande justement s'il va bien. La servante dit à sa mère de ne pas s'inquiéter, que cet enfant va bien, mais ce qui les intrigue, c'est que le jeune maître émet une énergie comme elle n'en a jamais vu auparavant. Dans tout ça, Zhang Daoling se demande ce qui se passe. Il s'apprêtait à tomber dans le portail, donc comment a-t-il pu atterrir ici en un rien de temps ? Il réalise alors que la pierre du Tai Chi est cassée. Donc il aurait été réincarné avec la pierre du Tai Chi ? Mais dans ce cas, il y a une chance pour que Xianger et l'autre moitié de sa pierre se retrouvent dans ce monde. Xianger, où est-elle ? Pendant ce temps, sa mère appelle la servante. Elle veut voir son enfant. La servante lui explique que cet enfant ne pleure pas et ne pose aucun problème, mais il est très énergique. Il a l'air d'avoir de fortes fluctuations d'énergie en lui. Quand Zhang Daoling regarde à quoi ressemble sa mère, il remarque au vu de ses oreilles qu'elle n'est pas humaine. Cependant, il remarque surtout que son souffle est très faible. On dirait qu'elle s'apprête à mourir d'un moment à l'autre. La servante et Zhang Daoling commencent à s'affoler. Zhang Daoling se dit que c'est mauvais. Toute source de vie en elle est en train de la quitter. Il rassemble alors de l'énergie dans son noyau et la dirige vers sa mère. L'énergie restante de sa vie passée est en lui. Puisqu'il va la perdre de toute façon, il vaut mieux la transférer à sa mère. Au même moment, 2 hommes entrent dans la pièce. Ils demandent si la femme va bien. Mais grâce à Zhang Daoling, elle n'a aucun problème. Cet homme-là est un grand sabreur et l'un des 4 généraux du continent. Zhang Daoling se demande si c'est son père. À côté d'eux, cette fois-ci, il y a le père de Xiaoya, qui est la mère de Zhang Daoling. Il la félicite d'avoir donné naissance à son petit-fils.
Mais lorsqu'il l'observe, il se dit que l'enfant a l'air plus faible que le reste d'entre eux. Il ne sera peut-être pas un génie de l'épée, mais peu importe. Son pouvoir magique est aussi puissant. Donc il sera certainement un grand magicien à l'avenir. Un magicien. Tous les autres sont étonnés. Leur famille a défendu les frontières durant des années en étant à la tête des 2 légions, la Terre des Dragons et le Griffin. S'il y a un magicien notable gardant les frontières, la défense de leur royaume sera plus stable. Et par-dessus tout, ces derniers temps, les 5 grandes familles ont toutes eu de grands magiciens. C'est excellent. Désormais, leur famille aussi aura son propre grand magicien. Plus personne n'osera les traiter d'imbéciles. Xiaoya dit à son père que cet enfant a plus d'énergie à la naissance que n'importe quel elfe de son clan. Elle est sûre qu'à l'avenir, cet enfant deviendra un excellent magicien dans le royaume. Xiang Daoling, qui écoute toutes leurs conversations, commence à être un peu gêné. Ils mettent beaucoup de pression sur lui quand même, mais puisqu'ils en attendent autant, il ne sera pas impoli. Il veut commencer sa cultivation. Puisque le portail ne l'a pas tué, il va célébrer son retour. Il dit à Xianger de l'attendre. Ils seront bientôt réunis. Ce monde ne possède pas de cultivation sans mentionner les arts taoïstes. À la place, ce monde est magique et les pouvoirs se basent sur le mana. En plus, il y a de nombreuses races comme les elfes, les nains, les démons et les humains. Les différences raciales se complètent les unes les autres. Parmi eux, les humains sont les plus puissants et dominent le monde. Le royaume dans lequel il se trouve actuellement est le royaume de l'éclair. Il est plutôt grand et apparaît souvent comme un pays paisible, mais en réalité, il est entouré de nombreux ennemis. Le royaume de Côte à l'est, les bandits des sables à l'ouest, le royaume de Wana au sud et l'alliance des 4 seigneurs au nord. Aucun d'entre eux n'est un allié. Ce sont toutes les informations que Xiang Daoling a pu récolter ces 100 derniers jours. Mais ce genre de choses n'a rien à voir avec lui pour le moment. Alors qu'il réfléchit à tout ça, plein de femmes viennent le chouchouter. Xiang Daoling est désespéré. Il veut qu'on l'éloigne de ces femmes une bonne fois pour toutes. Son père se met à rire avec tous les gens autour de lui. Une des femmes parle aux parents de Xiang Daoling. Elle dit que le banquet pour les 100 jours du jeune maître sera grandiose. Elle voulait également connaître son prénom à l'avance. Maintenant qu'il y pense, c'est vrai que Xiang Daoling n'a toujours pas de nom, mais son père refuse. Il l'annoncera demain, devant tout le monde. Le lendemain, la cérémonie est sur le point de commencer. Xiang Daoling est content parce qu'il y a enfin un peu de silence. Maintenant qu'il est seul, il peut pratiquer sa capacité suprême du kung-fu. Ce monde ne possède pas d'art taoïste, mais ils ont leur propre abondance. En plus, il trouve que son aura cultivée et le mana de ce monde possèdent quelques similarités. Sa cultivation peut progresser 5 fois plus vite que dans sa vie antérieure. À cette allure, il devrait pouvoir accomplir quelque chose en moins de 20 ans. Mais encore une fois, quelqu'un vient le déranger. Cette femme qui le porte dit que ce bébé est magnifique. Il s'avère que cette personne est sa tante, la reine. Le roi, quant à lui, est plus intéressé par la quantité de mana de cet enfant. Xiang Daoling réalise qu'il a une sacrée famille. Le roi aussi est content de sa naissance. Grâce à cet enfant, les pouvoirs magiques et sanguins de la lignée royale des elfes seront transférés dans le royaume. Soudainement, ils sont appelés. En fait, c'est l'évêque qui est arrivé. Il est également accompagné par une femme. Mais la reine dit à cette femme qu'elle n'est pas autorisée à monter sur le lieu de la cérémonie. Cependant, l'évêque répond à la reine que cette femme viendra en tant qu'assistante. Xiang Daoling trouve ça étrange. Comment peuvent-ils manquer de respect à la reine comme ça? Cette femme habillée en violet veut également prendre Xiang Daoling dans ses bras. Cependant, il la trouve détestable. Il se dit qu'il va lui donner une bonne leçon. Quand cette femme prend Xiang Daoling dans les bras, elle sent une odeur bizarre. En fait, c'est Xiang Daoling qui est en train de lui uriner dessus. Ouais, littéralement, il lui pisse dessus. Ça lui apprendra à faire la princesse arrogante comme ça. Quand l'évêque Sas prend Xiang Daoling dans ses bras, il remarque que son mana est très spécial. Il n'est pas seulement abondant, mais aussi différent. Il se dit qu'il va le surveiller à l'avenir. Xiang Daoling est assez intrigué. Est-ce qu'il est en train de tester son mana? Même sa mère n'a pas remarqué ça, mais son pouvoir de taoïste a été découvert par l'évêque Sas. Si cette découverte parvient à tout le monde, Xiang Daoling sait qu'il aura des problèmes. Surtout que leur famille est en conflit. On dirait que Xiang Daoling va devoir faire plus attention à se cacher tant qu'il n'est pas assez puissant. Au bout de quelques instants, le baptême a lieu. Quand la cérémonie est terminée, le père de Xiang Daoling prend son fils dans ses bras. Et c'est le moment tant attendu. Il va annoncer le nom de son fils. Dal, le père, dit que puisque la lignée sanguine du dragon est profondément ancrée dans leur lignée, à partir d'aujourd'hui, ce garçon sera nommé Clay le dragon du sang. Clay le dragon du sang.
C'est donc ainsi qu'il s'appellera dans cette vie. 3 ans plus tard, ils sont au palais. Clay est enfin assez âgé pour parler et marcher, et puisque c'est son anniversaire, il court partout en s'amusant avec sa mère. Pendant ce temps, caché dans un buisson, il entend du bruit au loin. Ça ressemble à des pleurs, il en est certain. Il entend une autre voix demander quel genre de princesse elles sont, et mentionner que c'est un palais où les domestiques donnent naissance à des bâtards. La personne qui parle ajoute que plus il les regarde, plus il a l'impression que les rats dans les caves du palais leur sont supérieurs. Comment peuvent-ils rester dans ce palais avec ce sang pollué? Ce petit garçon, couronné sur la tête, les insulte encore en les traitant de bâtardes et ne les laissera jamais s'en aller. Il leur ordonne de manger l'herbe et de ruminer. Clay crie alors en leur demandant ce qu'ils font et pourquoi ils harcèlent les gens comme si de rien n'était. Il leur dit de partir avant qu'ils ne perdent son calme. Le petit blond lui demande pourquoi il s'en mêle, et il remarque que c'est le stupide dragon du sang. Mais il ajoute que les affaires de la famille royale ne le concernent pas du tout. Clay explique qu'il se soucie de la famille jaune et bleue et qu'il ne laissera pas les harceler. Le petit blond, qui est le 5e prince, recommande à Clay de les laisser tranquilles. Même s'il a du mana, le 5e prince s'en a rien à faire. Car dans tous les cas, Clay n'a que 3 ans et il devrait même pas être capable d'utiliser son mana pour lancer des cailloux. Le prince crie alors à Clay que pour le bien de sa famille, il ne le frappera pas s'il dégage. Mais alors qu'il est en train de parler, il remarque que Clay n'est même plus en face de lui. Il se moque de lui en disant qu'il l'ignore et se demande s'il est inconscient. Il essaie de le frapper, mais Clay esquive sans aucune difficulté. C'est dommage pour lui, car Clay s'entraîne physiquement. Le prince est contrarié. Clay a osé le défier parce qu'il a les faveurs de la reine, mais il est le fils du roi. Même s'il le tue, sa famille, comme la reine, n'oseront rien dire. Il envoie alors ses 2 camarades à côté de lui pour frapper Clay. Clay se met à sourire. Des gamins comme eux, lui donner une bonne leçon? Il utilise son mana et fait sortir des lianes du sol. Il leur dit qu'ils peuvent y aller, mais les prévient d'abord que jeter des pierres n'est pas la seule chose qu'il sait faire avec son mana. Tout à coup, les enfants n'osent plus avancer. Ils sont complètement effrayés par cette magie de haut niveau. Le prince est frustré. Comment ose-t-il se rebeller? Il a alors une idée qui lui traverse l'esprit. Il va tuer ces 2 bâtards de juste sous les yeux de Clay et voir comment il va réagir. Clay commence alors sérieusement à s'énerver. Il entend les cris des 2 jeunes filles. Il se souvient alors de son ancienne vie où des adultes harcelaient et frappaient un orphelin. Et c'est à ce moment-là qu'il intervient. Il leur dit donc d'arrêter sur le champ, sinon il ne sera plus aussi poli. Mais le prince ne compte pas s'arrêter là. Les 2 petits gardes du prince, armés de leurs arbalètes, veulent protéger le prince pour que leur famille soit fière. Ils tirent alors leurs flèches sur Clay. Clay ressent une aura meurtrière. Ces sales gamins veulent vraiment le tuer. Clay se dit que s'il ne met pas fin à ce gros bouffon, il aura de gros problèmes à l'avenir. Mais peu importe, il ne veut pas prendre le risque de causer des problèmes à sa tante et à sa famille. De plus, s'il gagne trop facilement, ça causera aussi des problèmes. On le voit alors créer une barrière de défense autour de lui. Et finalement, il se demande s'il doit se laisser toucher. Au moins, ça éveillera pas les soupçons. Donc, il décide alors d'annuler sa barrière et se prend les flèches en plein sur lui. Les 2 gamins pensent avoir réussi leur coup, sauf qu'au bout d'un instant, Clay se relève avec les flèches en main. Il leur annonce que ce sont eux qui ont voulu le tuer en premier. Et maintenant, ils vont connaître les capacités de l'esprit de l'arbre. Les ronces foncent sur les enfants et les attrapent. Et en même temps, le prince au loin est entouré par les ronces. Il commence à se pisser dessus. Il se plaint et dit qu'il est le prince. On peut pas lui faire ça. Tous ces sales gosses se mettent à pleurer. Il crie et implore Clay d'avoir pitié en promettant qu'ils ne recommenceront plus jamais. Les gamins sont en train de hurler. Au loin, Xiaoya entend des cris et se demande ce que c'est. Clay commence à se moquer d'eux, mais il leur dit de pas s'inquiéter. Qu'une telle attaque ne va pas les tuer, mais c'est sûr que ça va piquer un peu. Il lance alors sa paume d'éclair. Xiaoya vient d'arriver sur la scène. Elle voit son fils au loin. Depuis quand Clay a-t-il une magie aussi puissante? Au même moment, elle voit la foudre s'abattre sur les petits. Mais en même temps, Clay s'écroule de fatigue. Il lui est trop dur d'utiliser les paumes d'éclair. Son pouvoir spirituel a complètement disparu en une seule attaque. Pour le moment, il est toujours aussi faible. Sa mère vient alors à son secours. Clay se relève un peu plus tard, dans son lit. Sa mère lui dit qu'il a un mauvais garnement. Il a déjà maîtrisé des formules de 3e rang alors que tout le monde pense qu'il est encore un débutant. De plus, à cause de lui, sa mère a dû se fatiguer à sortir ses enfants des ronces et à soigner leurs blessures. Mais Clay dit que ce sont des harceleurs. Pourquoi les avoir soignés et aidés? Sa mère lui explique qu'il est trop impulsif. Clay admet alors qu'il aurait pas dû se battre contre le prince. Sa mère lui répond qu'il est idiot. Elle aurait été en colère s'il n'avait pas sauvé ces jeunes filles. Elle est inquiète seulement du fait qu'il puisse maîtriser une magie de haut niveau à l'âge de 3 ans. Ça va leur causer beaucoup de problèmes inutiles. Clay se dit que c'est bon quand même d'avoir une mère. De ce dont il se souvient de sa vie précédente, il était seul et misérable.
S'il avait été aimé et chéri comme son maître qui l'a accueilli, ça aurait été merveilleux. Dans cette vie, il doit prendre soin de cet amour. Dal entre dans la pièce au même moment. Il est allé voir la famille royale au sujet de la sanction de Clay pour s'être battu avec les autres enfants. Ils lui ont dit qu'ils ne tiennent pas Clay pour responsable, mais ils veulent sceller sa magie. Et malheureusement, son père a accepté. Xiaoya commence à s'énerver. Est-ce qu'il est fou? Comment peut-il accepter alors qu'il connaît le pouvoir de Clay? Elle ne laissera pas cela se produire. Il a sauvé des vies et s'est défendu. Pourquoi devrait-il être puni? C'est inacceptable. Elle dit même que si le roi insiste, elle emmènera Clay chez les elfes. Elle ne veut pas laisser gâcher un tel potentiel. Mais l'homme qui est venu pour sceller les pouvoirs de Clay explique que c'est pour son bien. Le jeune maître a un talent exceptionnel, mais à son âge, il pourrait perdre le contrôle. Et si un accident similaire se produit, ce sera difficile à arrêter. Donc, ils veulent sceller temporairement la magie, et le sceau diminuera petit à petit à mesure que le jeune maître deviendra plus puissant. Clay commence à réfléchir. S'il s'oppose maintenant, la famille royale n'en restera pas là. Et comme son mana est maintenant converti en énergie spirituelle, il lui faudrait 1 minute pour briser un tel sceau. Il dit alors à sa mère qu'il accepte cette décision. Ses parents lui ont appris à être responsable, donc il estime mériter une punition pour ses actes. Et ces quelques années passeront rapidement de toute façon. L'archimage emmène alors Clay. Il dit qu'à partir de maintenant, ses parents ne pourront plus l'accompagner. Mais il doit pas s'inquiéter, il lui explique le processus. Plus tard, il devra s'allonger sur la plateforme en pierre et ensuite la cérémonie. Commencera. Lorsque Clay s'allonge, les mages commencent. Soudain, il ressent une douleur atroce. Que se passe-t-il? C'est pas censé faire mal. On voit alors l'évêque Sas. Il prévient Clay que l'effet du précédent saut s'est fait sentir. Désormais, Clay ne devrait plus être capable de bouger. Il lui dit que c'est plus facile de le sceller s'il ne se débat pas de douleur. Clay se demande pourquoi il est là. Sas lui chuchote alors à l'oreille qu'il a blessé le 5e prince et qu'il n'aurait pas dû faire ça. Il l'avait prévenu qu'il le surveillerait. Il utilise ensuite une magie sombre qui fait extrêmement mal à Clay. Si Clay était un mage ordinaire, il serait actuellement dans une très mauvaise posture. Mais malgré tout, ça ne le tuera pas. Clay est de retour chez lui, et l'archimage explique à sa famille que l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu. Xiaoya s'énerve parce que désormais, Clay est incapable de se réveiller. Le roi commence à s'énerver. On voit même les 2 sœurs à côté du lit de Clay et elle se demande si rien ne va lui arriver. La grande sœur explique qu'il ira bien parce qu'il est aimable. Pour le moment, ils ne peuvent rien faire d'autre que prier pour son bien-être. Le roi commence alors à gifler l'une des 2 sœurs. Il leur dit que si lui n'était pas venu les protéger, rien de tout ça ne serait arrivé. Le roi est en colère. Il dit même qu'ils ont la permission de se débarrasser de ces 2 gamines. Mais Xiaoya répond qu'il sait mieux que quiconque que ce n'était pas de leur faute. De plus, elle ne blesserait jamais une personne innocente. Soudain, il y a du mouvement sur le lit de Clay. Il utilise la magie du tai chi. Il libère alors tout son mana intérieur et parvient à se détacher de ses chaînes. Sa mère le prend tout de suite dans ses bras. Elle lui dit d'ouvrir les yeux et de la regarder. Quand il se réveille, Clay se dit qu'il pensait pouvoir profiter de l'occasion pour passer de niveau supérieur, mais malheureusement il est encore trop faible. Xiaoya demande alors à l'archimage ce qui va se passer maintenant. De son côté, il est impressionné. Clay a réussi à briser le sceau. Comment il fait ça? C'est la première fois qu'il voit ça de toute sa vie. Évidemment, Clay sait parfaitement comment il a fait, mais il répond qu'il n'en a pas la moindre idée. Il a seulement entendu un son dans l'obscurité. Il pense que ce sont les 2 sœurs qui l'ont sauvé. Il demande alors au roi s'il va quand même le punir, mais le roi dit que c'est réglé. Clay en a profité pour mettre les 2 sœurs en sécurité. Bien évidemment, elles n'avaient été d'aucune aide, mais au moins c'est réglé. En attendant, Xiaoya demande à l'archimage de venir et de briser immédiatement le sceau de Clay. Il répond qu'il est désolé, mais il ne peut pas le faire. Il n'y a que la propre personne qui peut briser ce genre de sceau de l'intérieur en utilisant son propre pouvoir magique. C'est déjà un miracle que Clay ait atteint un tel niveau. Toutefois, les limites du sceau sont suffisantes pour que le jeune maître puisse utiliser la magie jusqu'au rang 3. Xiaoya est folle de rage. Vont-ils ruiner le magicien le plus talentueux du royaume comme ça? Juste comme ça? L'archimage ne sait pas quoi répondre et lui demande de rester calme. Il suggère que peut-être sa mère, la reine elfique, a une façon de résoudre ce problème. De plus, Clay dit à sa mère de ne pas se mettre en colère. C'est pas comme s'il était responsable de toute façon. De plus, il est en vie et en bonne santé, donc ils trouveront certainement une solution. Sa mère lui dit qu'il a raison. Elle lui promet qu'elle lèvera le sceau définitivement. Elle va effectuer tous les préparatifs nécessaires pour le ramener chez les elfes. Le roi dit alors que la reine elfique trouvera sans doute une solution. Il en profite également pour proposer quelque chose à Clay. Puisqu'il l'a grandement impressionné, il lui accorde le droit de choisir une récompense.
Clay répond que s'il en est ainsi, il a travaillé si dur pour sauver ses deux princesses. Alors il demande qu'elles soient traitées équitablement comme des princesses. Le roi lui dit qu'il n'y a pas de problème. À partir de maintenant, il les nommera princesses du royaume. Et les deux petites filles pleurent de joie. Quelques jours plus tard, Clay est dehors et ravi. Il a enfin l'opportunité d'aller dans le monde extérieur et de s'amuser. C'était si ennuyeux de rester toujours au même endroit. Quand il est dehors, il est rejoint par les deux princesses. Elles le remercient pour tout ce qu'il a fait. De plus, elles veulent lui offrir un cadeau pour sa gentillesse. Elles lui demandent d'accepter ceci. C'est un petit aigle. Elles disent qu'il y a quelques jours, elles ont offensé le 5e prince parce qu'elles voulaient le sauver. Donc elles pensent que le mieux serait que l'aigle suive Clay. Il est ravi et dit que c'est un grand plaisir. Il décide de le nommer Radar. En guise de réponse, la princesse lui fait un bisou sur la joue. Elle lui demande de rester sain et sauf. Clay lui dit de ne pas s'inquiéter, il reviendra plus fort. Clay s'en va ensuite en calèche. Pendant qu'ils sont en chemin, Clay remarque que son grand-père n'est pas comme d'habitude. Il est dans cet état depuis l'incident impliquant Clay. Il n'a pas prononcé un seul mot et semble très anxieux. Mais ce n'est pas tout. L'aura qui s'est échappée de son corps a clairement des intentions meurtrières. Il émet une telle aura de tueur. Clay demande alors s'ils sont hors de la ville. Il pense que son grand-père est en train de réfléchir à des façons de comploter une vengeance contre la famille pour avoir blessé son petit-fils. Son grand-père annonce aux cavaliers de partir. Dal demande à son père s'il compte vraiment s'opposer à eux. Xiaoya explique qu'il y a un traité de paix entre toutes les grandes familles et qu'il est interdit de s'entretuer. Ils ne pourront pas s'échapper même s'ils quittent leur patrie. Le grand-père répond que même s'il n'est pas permis de s'entretuer, cela ne s'applique pas aux maîtresses de l'archevêque et à leurs enfants indisciplinés. Les dettes de sang doivent être payées par le sang. C'est eux qui ont voulu tuer Clay en premier. S'ils ne s'en vengent pas, leur famille ne pourra pas s'établir sur ce continent. De plus, c'est aussi le souhait de sa majesté, donc il ne mettra pas en danger leur famille. De son côté, le roi dit que l'air semble être rempli de l'odeur du sang, et que cet homme âgé est assez intelligent pour profiter de cette chance. Il se dit qu'il a vraiment hâte de le rencontrer après son retour. Pendant qu'ils sont en chemin, Clay et sa famille passent par une forêt. Clay prend toujours bien soin de son petit aigle Radar. Il lui donne un peu de mana et lui dit de ne pas avoir peur, que cela ne lui fera pas de mal. Il utilise ensuite le lien des âmes avec Radar et le laisse s'envoler. Son grand-père lui demande ce qu'il vient de faire avec cet aigle. Clay répond que c'est une petite expérience. Il explique qu'il ne doit pas rester sans rien faire, même si ses capacités sont scellées. Il veut toujours utiliser sa magie au maximum, jusqu'au niveau 3, tant que c'est de l'alchimie. Son grand-père lui répond que c'est une bonne idée, mais utiliser l'alchimie n'est pas aussi simple qu'il le pense. Cependant, lorsque Clay prend cette petite boule de cristal en main, il voit une forêt en hauteur. Il est complètement surpris. Comment cette boule de cristal peut-elle montrer le paysage situé à des kilomètres d'ici ? Comment a-t-il fait ça ? Clay répond qu'il a établi un lien entre la vision de Radar et cette boule de cristal. Donc tout ce qu'il voit est directement affiché dessus. Il a également essayé de créer des potions de soins qui agissent immédiatement. C'est un travail de base pour un alchimiste. Son grand-père reste bouche bée et ne sait même pas quoi répondre. Clay se dit heureusement qu'il a des talents d'alchimiste. Avec cela, il pourra briser le sceau rapidement. Soudainement, son grand-père le prend dans ses bras et lui dit qu'il est vraiment un trésor pour la famille. Sans égal. Une véritable bénédiction pour le vieil homme qu'il est. Dal, qui est toujours assis, ajoute que Clay a dû hériter cela de sa mère, car lorsqu'il parle d'alchimie, pour la purification des objets magiques, ce sont les elfes les meilleurs. Le grand-père dit que même s'ils ont perdu un magicien de génie, ils ont maintenant un alchimiste exceptionnel en retour. Pendant qu'ils discutent, Clay remarque quelque chose sur sa boule de cristal. Soudainement, il s'arrête et leur dit d'arrêter la calèche. Il a l'impression qu'une personne très puissante se bat plus loin. Xiaoya observe à son tour la boule de cristal. En général, il y a quelques monstres qui stationnent à l'orée de la forêt des elfes. Mais vu la puissance magique de ce niveau, elle pense qu'il s'agit d'un combat entre un monstre de niveau 7. Il vaudrait mieux éviter de s'impliquer dans cette bataille inutile. Heureusement, grâce à Clay, ils ont échappé aux dégâts de ce désastre. Xiaoya leur annonce qu'il y a un petit village dans les environs et qu'ils passeront la nuit là-bas pour se réapprovisionner. Sur le chemin, Clay se dit que sa mère a eu raison de choisir cet endroit pour camper. Cependant, elle se trompe sur un point. Ce ne sont pas des monstres de niveau 7. Les autres ne le ressentent pas, mais son esprit primordial peut ressentir cette soif de sang et cette volonté de tuer dans l'air. Ces monstres terrifiants sont de niveau 9. Clay se dit qu'il ne s'était pas senti aussi excité depuis très longtemps. Il a envie d'en savoir plus. Pendant la nuit, tout le monde dort.
sauf Clay qui sort en cachette. Il passe par la fenêtre et crée une sorte de plateforme volante grâce à son lotus doré. Il est un peu frustré car il ne peut faire qu'un truc minuscule à cause de son sceau qui bloque ses pouvoirs. De plus, il a lancé un sort de sommeil sur sa mère qui durera jusqu'au lever du jour. Il espère que ces deux monstres finiront leur combat pendant ce laps de temps pour qu'ils puissent rentrer à temps. Quelques temps plus tard, il arrive enfin sur le champ de bataille. À ce moment-là, il observe de loin un combat entre ces deux monstres. L'un d'entre eux est le roi du marécage, un monstre de rang 9 avec 9 têtes correspondant chacune à un élément. De l'autre côté, c'est l'ours de terre, lui aussi de rang 9. Clay est impressionné. Il se dit qu'il peut enfin voir des monstres semblables à se dessiner dans World of Warcraft. Clay pense qu'il aurait voulu en profiter pour gagner de l'expérience. Mais même s'il ne reste qu'un seul souffle à ces monstres, il ne pourrait même pas les battre. Soudainement, les monstres continuent leur combat et tombent très près de Clay. L'hydre parvient à mordre l'ours et lui cause de graves blessures. Clay trouve cela étrange. La compétence d'armure condensée de lumière de l'ours de terre est décrite dans son livre. Alors pourquoi l'hydre a-t-elle pu le mordre si facilement ? Il réalise alors que c'est parce que l'ours n'a pas encore atteint l'âge de maturité. Il n'a donc pas encore acquis la compétence de l'armure condensée de lumière. Il commence à s'adresser à l'ours par télépathie. Il lui dit qu'il est pitoyable d'avoir été mordu presque à mort et lui propose son aide. Mais l'ours se vexe. Comment un simple humain ose perturber le combat du grand ours par sa télépathie ? Clay lui dit de ne pas être aussi impoli. L'ours est blessé et il ne lui reste que 2 morsures avant de mourir. Clay lui propose alors un pari. S'il l'aide à maîtriser cet hydre, il deviendra son animal spirituel. Bien qu'il n'ait rien à perdre, il pourrait quand même garder sa dignité en tant que monstre et donner une bonne leçon à cet humain ignorant. L'ours refuse sa proposition, mais il continue de se faire déchirer par l'hydre. Clay se moque de lui et le prévient qu'il ne tiendra pas longtemps. L'ours est dans une très mauvaise posture. Il demande alors à Clay s'il peut réellement l'aider. Clay lui dit qu'il pourra l'aider, mais à condition qu'il jure de ne pas le trahir. Il ne peut pas faire confiance aux paroles de n'importe quel monstre. L'ours comprend et jure qu'il deviendra l'animal spirituel de Clay pour l'éternité s'il l'aide à vaincre cette satanée hydre. Clay crée alors un dôme magique autour d'eux. Mais juste avant ça, il attend que l'ours l'appelle maître. Une fois que c'est fait, l'ours le prévient qu'il a intérêt à tenir sa parole. Lorsque le combat reprend, l'ours est bien plus enragé. Clay lui dit d'utiliser les balles rugissantes pour exploser toutes les têtes de l'hydre en même temps. Et pendant ce temps, Clay fait le tour de l'ours et soigne toutes ses blessures presque instantanément. De plus, l'ours ressent un flot soudain de mana en lui et développe une toute nouvelle attaque. Il est lui-même choqué par sa puissance et demande à Clay comment il a fait. Clay répond que c'est grâce à une simple potion, et qu'il pourrait en faire de meilleures s'il n'était pas limité en termes d'ingrédients et de temps. Finalement, le combat se déroule comme Clay l'avait prédit. Mais il insiste pour que cet idiot d'ours continue de l'appeler maître. L'ours se vexe et répond qu'il n'est pas un idiot. Clay lui pose alors une question, lui demandant s'il pouvait rapetisser un peu, car il est difficile de le suivre avec cette forme. Soudainement, l'ours se transforme d'une bête gigantesque en un ourson minuscule. Clay lui dit que c'est beaucoup mieux, mais il se rend compte que l'aube approche et qu'il doit rentrer rapidement pour éviter que sa mère ne se réveille. Lorsqu'il remonte sur sa fleur volante, il n'arrive pas à décoller car l'ours est trop lourd. Clay lui dit alors de reprendre sa forme normale pour sortir de cette forêt. Puis il redeviendra petit avant d'entrer en ville pour éviter d'effrayer quelqu'un. Juste avant de partir, Clay remarque quelque chose d'étrange sur l'hydre et demande ce que c'est. L'ours lui répond que c'est le cœur magique de ce monstre. Et que par exemple, le manger lui donnerait une hausse drastique de ses pouvoirs. Clay pense que c'est un excellent ingrédient pour l'alchimie, mais malheureusement, c'est bien trop gros et visible pour qu'il puisse l'emporter avec lui. Il décide donc de le laisser ici pour le moment et d'y réfléchir plus tard. Du côté des parents, ils viennent de réaliser que Clay a disparu. Ils ont déjà envoyé des personnes à sa recherche, mais au même moment, Clay arrive avec l'ourson dans les mains. Il prévient ses parents qu'il a signé un contrat avec lui et qu'il aimerait le garder. Ses parents lui disent qu'il n'y a aucun souci, mais il devrait éviter de se balader seul la prochaine fois. Ils discutent également des provisions. Clay demande comment ils vont faire. Il n'a vu aucun coffre dans la calèche, donc il pense qu'ils vont devoir utiliser des ressources naturelles dans la montagne. Mais sa mère lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle a justement une bague dimensionnelle des elfes avec assez de place à l'intérieur pour y mettre tout un petit village. Clay se dit que c'est exactement ça dont il avait besoin. Avec l'aide de cette bague dimensionnelle et celle du cristal magique, il pourra même y mettre le cadavre entier de l'hydre. De plus, les cadavres des vieux monstres sont des trésors inestimables. Il pourra en tirer beaucoup d'argent. Comment Clay va-t-il continuer d'évoluer dans ce monde pour devenir le meilleur magicien ? Va-t-il finalement retrouver Xianger ? Et bah tout ça, on le découvrira dans le prochain épisode.
Enfin, bien évidemment, si vous voulez un prochain épisode. Et est-ce que vous savez comment me faire savoir si vous voulez un nouvel épisode ? Vous savez pas, bah laissez-moi vous expliquer. Il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge là. Ouais, c'est surprenant, mais à chaque fois que quelqu'un clique, à ce qui paraît, hein, je dis pas que c'est réel, mais apparemment, ça raccourcirait d'1 jour l'attente pour le prochain épisode. Ce ne sont que des théories, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. En tout cas, y a qu'un moyen de le savoir. Bon, plus sérieusement, encore une fois, merci pour tout. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, on atteint un nouveau palier. Là, 10 000 humains. 10 000 humains. Bref, c'est trop une dinguerie, j'arrive même pas à réaliser. En tout cas, continuez de donner de la force à la chaîne, c'est un truc de fou. Les likes, les commentaires, ça aide de malade. Et sur ce, bah, moi je vous laisse. À bientôt.